Aujourd'hui, il y a clairement le e-commerce, le web, on a clairement le mobile avec le m-commerce, mais en fait on se rend compte qu'il y a une troisième brique qui ne répond pas aux mêmes contraintes, ni aux mêmes objectifs, ni aux mêmes caractéristiques, qui n'a pas encore de nom. C'est la brique qu'on a appelée Connected Store. On se rend compte que faire du web, enfin du e-commerce, ça va plutôt adresser les gens à la maison, la mobilité, les gens en situation de nomadisme, mais quand on est en magasin et qu'on doit mettre un outil de vente digital dans le magasin, la plupart du temps on va se connecter sur l'outil de vente en ligne, puisque c'est là que le catalogue est, c'est là que le cœur du système se trouve. Par contre, on a énormément de différences dans les usages. Alors les premières différences dans les usages, c'est l'interface. Sur le web, on a tout sur une interface, c'est fait et designé pour une utilisation à la souris, au clavier, à la maison. Dès qu'on est sur la mobilité, on se rend compte que c'est plus forcément les mêmes interfaces et on a créé naturellement les interfaces pour les iPhones, les Android, les iPads, etc. Mais on se rend compte qu'en magasin, c'est encore nouveau, il y a encore de nouveaux usages. On ne va pas forcément avoir une seule interface, comme on l'a sur le web ou sur le mobile, mais on va peut-être avoir N interfaces. On va peut-être avoir autant d'interfaces qu'on aura d'écrans en rayon. Je prends un magasin de jouets par exemple. Si j'ai un rayon puériculture, je peux très bien avoir un écran sur lequel je décide de n'afficher que la gamme de puériculture. Et si j'ai un rayon jouets, on parlait des jouets Brugger, qui sont des maquettes de jouets tout à l'heure avec Aline, je peux très bien avoir un écran qui n'affiche que ça. Donc j'aurai deux interfaces, mais c'est toujours le même outil, c'est la même solution, c'est simplement qu'on l'a adapté au parcours client qui est géographique. Sur un mobile, j'ai qu'un seul parcours client, entre le rapport entre l'humain et la machine. En magasin, j'ai un parcours client qui est géographique et qui est contextualisé. Après, il y a d'autres critères qui font que l'usage est différent. Et donc, il y a cette troisième brique qu'aujourd'hui qui n'a pas de nom et qu'on appelle le magasin connecté, les stratégies de magasin connecté. Je vais essayer de passer rapidement. Sur la deuxième slide, la troisième slide, etc. Ça, tu peux passer, Mickaël. Ça aussi, tu peux passer. Voilà. Pour tout simplement dire, et là, je me retourne vers Aline, quels ont été vos critères de choix dans la mise en œuvre d'une solution? C'était quoi votre cahier des charges? Alors, notre cahier des charges, d'une part, on ne voulait pas simplement poser un ordinateur en magasin. On voulait avoir un outil qui soit plus qu'un ordinateur en magasin. On voulait avoir un outil qui soit vendeur en lui-même. C'est-à-dire qu'il propose depuis le choix du produit jusqu'à l'acte d'achat et au paiement. Donc ça, c'était important pour nous. D'avoir un tout-en-un qui soit utilisable en libre-service par nos clients, par nos consommateurs. Ensuite, on voulait quelque chose qui soit ergonomique et qui soit convivial. Donc on voulait effectivement une interface tactile, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que tout s'est passé dans les mœurs au niveau des téléphones, au niveau de quand on veut acheter un ticket de métro ou quoi d'autre, on est familiarisé aujourd'hui avec l'interface tactile et ça marche plutôt pas mal. Dans l'ergonomie, on voulait aussi une présentation de notre offre qui soit qualitative, c'est-à-dire qui soit adaptée au support tactile, où on puisse facilement naviguer. Si on met simplement le site internet sur une borne tactile, on n'a pas les bonnes dimensions de boutons, on n'agit pas avec le doigt comme on agit avec une souris. On voulait également que le produit soit sympa. Donc on a voulu le designer pour qu'il soit bien visible en magasin, qui donne envie d'aller dessus. Qu'il puisse lire par exemple des vidéos. C'était important pour nous aussi de pouvoir diffuser de l'information qui n'est pas forcément diffusée en magasin habituellement. Donc se servir de ce support vraiment comme quelque chose comme un lien avec le client qui soit un peu enrichi par rapport à ce qu'il peut retrouver comme information au magasin. Et puis dans son rôle de vendeur aussi, cet outil, on a voulu lui mettre un scanner. Donc il permet de prendre un produit en magasin, de le scanner et d'afficher la fiche produit du produit qui est trouvé en magasin. Donc ça remplit aussi une fonction de vendeur dans des magasins qui, étant des petits magasins, sont aussi des magasins qui sont courts en équipe. Et donc c'est important que le client puisse trouver l'information qu'il souhaite, que le produit soit dans le magasin ou que le produit ne soit pas présent en magasin. Voilà. Et je terminerai en disant qu'on a voulu aussi que ce soit un outil qui permette de ramener de l'information chez soi.
Et donc sur chaque fiche produit, on a inséré un QR code qui permet de télécharger la fiche produit du produit sur son téléphone portable quand on le trouve sur la borne. Voilà. Je me permets juste de rebondir sur ce que vient de dire Aline, parce que c'est une importance qui est vraiment capitale et auquel on ne pense pas quand on réfléchit pas sous l'angle de vue des stratégies de magasins connectés. Une stratégie de magasin connecté, c'est aussi ramener du business, du off vers le on. Je prends l'exemple d'une enseigne qui a 500 points de vente, 3 vendeurs par point de vente, donc ça fait 1500 vendeurs. Beaucoup de consommateurs, de clients se rendent dans les magasins juste pour flâner, pour se renseigner, tout comme ils vont sur Internet pour regarder les prix. Il y a beaucoup de clients qui viennent juste pour regarder. Un des objectifs qui peut être intéressant de donner en termes de management à vos forces de vente, c'est chaque consommateur qui vient regarder un produit, étudier un produit, c'est lui proposer qu'il reparte avec la fiche technique de ce produit. Donc là, on va lui proposer de l'envoyer par mail. Ce qui veut dire que si les 1500 vendeurs envoyaient chaque jour une fiche technique à une personne, ça ferait 1500 leads hyper qualifiés. C'est des mails dans lesquels on a un lien vers le site internet en fait. Donc on se sert du réseau de magasins pour générer du trafic vers internet. Donc c'est vraiment un système de cercle vertueux. On utilise l'infogérance, enfin la logistique du e-commerce pour augmenter virtuellement l'espace de vente en magasin, aider les vendeurs dans leur discours, mais on aide aussi le e-commerce à se faire connaître. Voilà, c'est aussi un des enjeux qui est important. Je vous invite maintenant Aline à présenter la solution qui est aujourd'hui en magasin, combien de magasins, sous quelle forme, et ce qui existe aujourd'hui. Et après, on parlera des observations. Donc voilà, donc la borne, vous l'avez sous les yeux. Donc c'est une borne qui est à hauteur d'homme, qui est donc tactile. Alors vous voyez qu'elle dispose, quand je vous disais qu'elle allait vraiment, qu'elle était en libre service, c'est-à-dire qu'elle dispose de l'écran évidemment pour la recherche. Elle dispose également d'un scanner pour pouvoir scanner un produit qui se trouve en magasin. Et elle dispose également d'un automate de paiement qui est directement relié donc, à notre système de paiement sur Internet et qui permet de régler directement ses achats sur la borne sans faire la queue en caisse. Alors aujourd'hui, ces bornes équipent nos 10 plus petits magasins. Elles ont été aussi conçues Enfin, ce qui était important pour nous, c'est d'apporter le maximum de services aux clients. Donc le client peut faire son achat complètement sur la borne, depuis le choix du produit jusqu'au paiement. Mais il peut également, grâce à un petit ticket qui est émis par la borne, parce qu'il y a une petite imprimante dedans également, sortir le ticket et aller payer sa commande en caisse. Ce qui lui permet aussi de ne pas forcément laisser sa carte bleue, une empreinte carte bleue, de ne pas taper son code dans un lieu public et de régler sa commande, par exemple par chèque cadeau ou par chèque tout court ou en liquide, pour un maximum de praticité pour lui. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement plébiscité et qui fonctionne bien aujourd'hui en magasin, c'est d'autoriser effectivement le paiement par caisse. Que dire d'autre? Là, vous voyez donc la borne en fonctionnement. Donc là, on arrive sur une fiche produit. Elle reprend toutes les fonctionnalités du site internet, c'est-à-dire qu'on va proposer aussi des produits similaires ou des produits complémentaires sur les fiches de chaque produit. Quand un produit est choisi par le client et qu'il est mis au panier, s'il est disponible dans le magasin, on le lui signale pour bien lui dire attention, ce produit est dans votre magasin, est-ce que vous continuez quand même votre achat sur la borne? Ensuite, il met effectivement son produit au panier. Et à ce moment-là, on passe vraiment dans le tunnel de commande. On va lui demander de choisir son mode de livraison. Il a le choix entre se faire livrer chez lui, se faire livrer en point relais ou se faire livrer en magasin. Évidemment, le prix dépend du mode de livraison choisi. Ensuite, il va nous laisser ses coordonnées s'il souhaite être livré chez lui en particulier. Il faut quand même qu'on ait son adresse. Et puis s'il le souhaite, il paye en ligne. Et vous voyez qu'on édite ensuite un ticket qui servira de reçu ou à payer sa commande en caisse. Là, vous voyez la fonctionnalité du QR code qui permet de télécharger sur son téléphone portable la fiche produit du jouet sélectionné. Alors c'est important pour nous parce que comme vous le savez, à Noël par exemple ou aux anniversaires, il y a quand même des listes de cadeaux. Il faut être sûr du cadeau qu'on a trouvé avant de pouvoir l'offrir. Donc ça permet de faire
rapidement un aller-retour avec les parents de l'enfant ou avec l'enfant directement pour savoir si c'est bien ce qu'il veut. En l'occurrence ici, un hélicoptère. Voilà. Je réagis un tout petit peu. Donc là, ce que vous voyez, c'est un exemple d'implémentation, c'est-à-dire que de stratégie de magasin connecté. Derrière, on y colle des moyens, des logiciels, du matériel. Ici, il y a des choix qui ont été faits par rapport à des contraintes aussi. Aujourd'hui, on n'est pas limité par exemple par la taille d'écran. On peut très bien avoir la même chose sur une tablette, on peut très bien avoir la même chose sur un écran géant. Aujourd'hui, ce qui est important dans une stratégie de magasin connecté, et c'est notre discours et c'est notre façon de voir les choses, c'est dans un premier temps, comme c'est des choses qui sont nouvelles, surtout pour vous en interne, c'est de valider les 3 premiers mois ou les 6 premiers mois vos objectifs qui sont liés à la stratégie de magasin connecté. C'est-à-dire le parcours client qu'on a décidé, est-ce qu'il fonctionne? Quels chiffres on obtient, quel que soit le matériel qu'on va mettre en place en magasin. Est-ce que on fait des ventes? Est-ce qu'on fait plus de ventes avec tel type de matériel ou tel autre? Donc on va se dire que pendant la première phase de test, l'objectif, c'est de valider ensemble la stratégie de magasin connecté. Parce que, mine de rien, on ne peut pas tout faire bien du premier coup, et l'erreur serait de tout de suite se projeter sur une solution qui sera tout de suite déployable sur l'ensemble des magasins. Aujourd'hui, on est sur des systèmes avec du matériel qui est en perpétuelle évolution. Il faut accepter que le premier coup, le premier magasin, les 2 premiers magasins, on ne va pas forcément mettre l'accent sur le test du matériel, sur sa maintenabilité, etc., mais qu'on va faire un focus sur l'expérience client, le parcours d'achat, et valider les chiffres, les statistiques qu'on obtient, qu'est-ce qu'on fait comme vente, comment c'est interprété par les vendeurs, comment c'est interprété par les clients, etc. Après, au bout de 3 mois, 6 mois, on se revoit et on se dit ok, ça marche, ça marche pas, ça marche. Comment on passe l'étape d'après? Et c'est là qu'on on replanche sur la copie du matériel, du déploiement, etc. Donc, je laisse la parole à Mickaël qui va vous parler d'autres magasins connectés pour vous montrer que KingJouet n'est pas un cas isolé. C'est même plutôt en ce moment une épidémie virale dans le monde entier. Donc très rapidement, Mickaël, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, je vais être assez rapide puisque vous pourrez retrouver tous ces exemples de magasins connectés sur Connected Store. On a relevé depuis à peu près 1 an et demi 28 enseignes en fait, qui disposent de magasins connectés en France et dans le monde. Il y a plusieurs exemples et plusieurs degrés de connectivité qui vont de simple possibilité d'envoyer un email depuis une borne jusqu'à carrément connecter tout le site e-commerce en passant par des bornes qui sont connectées aux réseaux sociaux tels que connectés à Twitter ou à Facebook. Je vais juste ici parler très rapidement d'un seul cas que nous avons relevé il n'y a pas très longtemps sur Connected Store mais qui existe depuis longtemps. C'est le cas des magasins JumpCA qui sont au Canada, qui étaient un pure player à la base, qui ont commencé à mettre des réseaux de magasins physiques et qui ont fait une étude entre les magasins qu'ils avaient connectés et les magasins qu'ils n'avaient pas connectés. L'étude montre qu'ils ont un taux de conversion plus que doublé dans le magasin non connecté par rapport au magasin non connecté, des dépenses moyennes de consommateurs qui augmentent d'environ 50%. Et 5,6% des visiteurs finissent par quitter un magasin qui n'est pas connecté avant d'avoir être pris en charge par un vendeur. Et aucun lorsque le magasin est connecté. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un magasin, tous les vendeurs sont pris. Vous allez en magasin, souvent c'est pour avoir du conseil ou pour tâter le produit. Si vous y allez pour du conseil et que tous les vendeurs sont pris, vous quittez le magasin, vous partez. Avec un magasin connecté, avec des dispositifs qui sont interactifs, vous pouvez patienter, commencer à prendre des informations sur le produit et après avoir la discussion autour de l'écran ou pas autour de l'écran avec le vendeur. Donc c'est pour ça, d'où ce chiffre. Mais donc tous les autres exemples sur Connected Store, et je vais bien sûr repasser la main à Aline qui va nous parler en direct de son exemple de KingJouet. De notre retour d'expérience, c'est ça? Alors, de nos observations.
Alors déjà, le premier constat, c'est que c'est un outil qui est plébiscité par les équipes magasins. C'est-à-dire que les magasins qui sont équipés de ces bornes nous disent bravo, continuez. Ils ne s'en servent d'ailleurs pas seulement pour passer des commandes dessus, mais également pour scanner des produits, obtenir des renseignements. On vend du jouet, mais le jouet peut être aussi un produit relativement technique. On voyait l'exemple des hélicoptères tout à l'heure. Avec simplement un scan du produit sur la borne, on a accès à toute la fiche produit détaillée du site internet. Donc c'est intéressant aussi pour les vendeurs d'avoir ça. Ils sont aussi, c'est possible aussi d'avoir le prix, évidemment, etc. C'est un bon outil aussi pour les stagiaires. Vous savez que nous, dans le jouet, on fait beaucoup de chiffres en fin d'année. On a donc des renforts stagiaires et ça leur permet d'avoir un outil qui leur permet d'être plus pertinent sur ce qu'ils vont dire sur un produit. Ce qui est important pour nous aussi, c'est que c'est très fluide. C'est-à-dire que dans la mesure où le client passe commande sur la borne, nous, c'est une commande sur le site internet. Et ça prend après le circuit du site internet. Donc, c'est relativement simple à gérer pour nous. Il n'y a pas d'usine à gaz à monter. Ça se passe très simplement entre la commande et la réception et l'expédition après ça de la commande via le site internet. Ce qu'on a constaté par contre, c'est qu'au départ, on a voulu faire une borne très complète qui soit vraiment en libre service pour les clients, qui puissent passer leur commande de A à Z dessus. On s'en doutait un petit peu, mais ça a été confirmé. Les magasins qui ont mis un stagiaire à côté de la borne ou les magasins qui ont formé spécialement leurs équipes à accompagner leurs clients jusqu'à la borne font plus de chiffres sur la borne que les magasins qui laissent le client complètement en live et qui ne l'accompagnent pas. Donc ça nous conduit dans notre volonté de déploiement à étudier d'autres options aussi en termes notamment de support pour peut-être passer sur des supports un peu moins volumineux, un peu moins coûteux, qui soient plus des supports liés déjà à la présence d'un vendeur. Ensuite, aujourd'hui, donc, ce qu'on cherche aussi, ça sera une rentabilité de ce support-là. Alors, on a vu qu'il ne servait pas uniquement à passer des commandes, mais enfin, ça sert quand même à passer des commandes, ça sert à faire du chiffre. Hein, on n'est pas là pour faire du bénévolat. Donc, on essaye de réfléchir à des solutions qui soient plus rentables, c'est-à-dire peut-être moins coûteuses que ce qu'on a voulu mettre en place dans un premier temps. Et on étudie des solutions, notamment avec Improvise, qui nous suit et qui nous conseille sur l'interface en elle-même, des solutions qui soient plus accrocheuses pour le client et qui soient plus faciles d'accès pour aller jusqu'au bout de la commande, en fait. Parce qu'on a trouvé quand même qu'il y a une difficulté, c'est de simplement, quand on demande une livraison à domicile, c'est de taper son adresse, son nom, etc. C'est relativement long à faire sur la borne. Donc on est en train de réfléchir à des systèmes qui permettent d'être un petit peu plus light de ce côté-là. Voilà. Ce qu'on peut dire également, c'est que nous, on a évidemment la volonté maintenant qu'on a mis les doigts dedans, de continuer à renforcer ces dispositifs cross-canal. Alors, c'est la borne, entre autres, hein, puisqu'on a aussi effectivement d'autres services cross-canal. On constate quoi? On constate que c'est un formidable outil de différenciation de la concurrence, alors que la concurrence soit une concurrence offline ou online, parce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui que la concurrence online, c'est souvent de gros sites pure player, et que c'est difficile de se démarquer quand on est porteur d'une enseigne de magasin. Et que les services cross-canal sont une vraie offre différenciante par rapport à ces pure players. Donc pour nous, c'est important de faire du web to store et du store to web. Et puis vraiment, je pense que là où on commence à gagner notre pari, c'est sur l'implication et sur le rapprochement des équipes entre le web et le magasin. Et ça, c'était vraiment une sorte de défi quand même au départ, parce qu'il y avait une vraie, presque quasi méfiance des magasins vis-à-vis du web, qui arrivait comme vraiment un concurrent du réseau. Voilà. Donc une volonté de poursuivre dans la rationalité, avec une logique vraiment héroïste, et en développant la notion de service client avant tout. Reviens un tout petit peu en arrière. Donc sur ce que disait juste Aline là, qui était très important sur l'impact que ça a pu avoir en interne entre les équipes web et magasins. C'est très franco-français, mais pas que. Je vous invite, donc ceux qui connaissent déjà le blog Connected Store, mais aussi
ceux d'entre vous, très peu heureusement, qui ne connaissent pas encore le blog, allez chercher une vidéo de Serge Soudoplatov, voilà, qui a été postée il y a quelques jours, sur les stratégies de magasins connectés, mais notamment quelqu'un qui parle des stratégies aux États-Unis. Une stratégie de magasin connecté aux États-Unis qui est en train vraiment de faire ses preuves. C'est la stratégie où le web n'est plus un concurrent du magasin. Je reprends en arrière, ça sera plus simple à comprendre. De manière franco-française, un magasin A va être souvent concurrent d'un magasin B qui lui-même va être concurrent d'Internet. Bon, c'était pareil aussi aux États-Unis. Ils ont mis en place un nouveau système où Internet devient un outil au service des magasins, le chiffre d'affaires étant tout ou partie reversé au magasin. Voilà. Donc, à partir du moment où cette barrière n'existe plus de concurrence entre le magasin et Internet, le vendeur lui-même en interne dans le magasin devient un prescripteur d'Internet et non plus non, c'est pas chez moi, Internet, débrouillez-vous, allez chez vous sur Internet. Voilà, donc ça c'est une stratégie qui fait ses preuves, qui a fait ses preuves aux États-Unis, qui arrive en France. Mais c'est vrai que c'est aussi très historique, hein, je dis c'est franco-français, mais c'est très, très historique. Le fait qu'on ait une frontière et une barrière très nette, ça fait partie aussi des stratégies de magasins connectés de revoir cet impact, hein, sur cette stratégie. Voilà. Pour finir, je laisse encore la parole à Aline et je pense qu'on sera dans les temps pour répondre à plein de questions sur quelle perspective d'évolution. Comment vous voyez l'avenir? Est-ce qu'il y en a un? Et si oui, comment il se dessine? Est-ce qu'il y a encore des incertitudes, etc. Je vous laisse la parole. Des incertitudes, oui, il y en a plein. Ça, je pense que on peut pas. Ça serait triste de n'avoir que des certitudes. Ça marche. Non, ça marche. 1, 2. C'est peut-être celui-là. 1, 2. Allô? Oui, c'est bon. Donc oui, je disais que l'incertitude faisait partie effectivement de l'intérêt aussi de ce type de sujet. Non, nous, on est convaincus, donc je vous le disais, que les services cross-canal, c'est vraiment quelque chose à poursuivre dans les deux sens, c'est-à-dire dans le sens trafic web vers les magasins et trafic magasin vers le web. Il est évident que quand un client a fait la démarche de prendre sa voiture, de se stationner sur le parking, de rentrer dans le magasin, de faire le tour du magasin et qu'il ressort sans avoir trouvé ce qu'il voulait, bon, je me mets dans la place de ce client et je suis dans sa peau de temps en temps, c'est toujours un petit peu frustrant. Et je pense que le minimum à faire quand on est concerné par le service client et qu'on a envie de faire plaisir à nos clients, c'est effectivement de lui proposer, d'essayer de le rattraper jusqu'au bout et de lui dire, attendez, on n'a peut-être pas ce qu'il vous faut au magasin, mais on peut vous le procurer quand même. Donc ça, c'est une vraie notion de service client qui me paraît gagnant-gagnante, parce qu'évidemment pour le magasin c'est bien et pour le client c'est bien aussi. Il n'est pas obligé de reprendre sa voiture, de se regarer ailleurs et d'aller acheter le cadeau qu'il lui faut ailleurs. Et puis ça peut être aussi simplement qu'il ne trouve pas le cadeau qu'on lui a commandé. Alors là c'est encore pire parce que, bon, vous connaissez les enfants à Noël ou aux anniversaires, enfin il paraît qu'il y a des drames au pied du sapin et pour nous c'est important d'apporter le service qui va bien jusqu'au bout. Voilà, donc on est vraiment convaincus qu'il faut y aller. Maintenant sur les outils en eux-mêmes, je vous le disais, on a un outil qui est là très complet. Je pense que dans les futurs développements qu'on va faire, on va peut-être tester aussi des outils plus light, qui vont pas forcément jusqu'au bout, mais qui vont redonner la main à la caisse pour le paiement systématiquement, ou directement équiper le vendeur, puisqu'on a vu que les ventes étaient bien meilleures quand le vendeur accompagnait le client. Donc finalement, on a voulu faire un outil qui était très orienté vers le client, très libre service, et on se rend compte qu'on aimerait bien tester aujourd'hui un outil plus light, mais qui soit plutôt l'outil du vendeur, pour rendre un meilleur service à son client. Voilà. Sachant que de toute façon, le client qui est en magasin, il n'a pas été acheté sur Internet. Donc même s'il a été visité Internet avant, ce qui arrive fréquemment, il a quand même pris la peine de se déplacer. C'est quand même qu'il veut aussi avoir un contact physique avec un vendeur, avec une équipe, qui veut avoir un conseil, qui veut avoir un vrai contact avec des vrais gens, avec un vrai sourire, etc. Donc on est vraiment dans la complémentarité de ce que peut apporter le magasin, avec son conseil, avec son service, avec son accueil, et de ce que peut apporter Internet, avec sa souplesse, avec sa gamme, et avec résoudre un petit peu l'équation difficile de pouvoir faire entrer effectivement une offre XXS dans un magasin XXL.
C'est important pour nous parce que, je reboucle un peu là-dessus, mais quand un enfant veut un produit bien précis, ben, c'est difficile de tout faire rentrer effectivement dans une petite surface. Voilà. Donc on a un petit peu écourté la présentation aujourd'hui, mais j'en profite pour faire une petite annonce. On organise une journée Connected Store entièrement dédiée au sujet du magasin connecté, avec ses différentes composantes. Une journée qui est décomposée en 4 tables rondes avec des thématiques différentes, où on va faire un panorama complet des enjeux, des exemples avec plusieurs enseignes, de tout ce qui tourne autour du magasin connecté. Donc ce sera le 25 juin. Je vous invite à vous rendre sur notre site pour vous y inscrire dès aujourd'hui. Et là, on prendra plus le temps sur une journée complète de vous expliquer tout cet environnement-là. Voilà. Et sinon... Ouais, merci Mickaël, parce qu'évidemment, en 45 minutes, on ne peut pas tout dire. On a volontairement fait très très court. Je pense que vous étiez là pour entendre surtout un témoignage. C'est ça qui était important. Est-ce que les SMS ont fonctionné? Peut-être qu'on a reçu au moins les SMS sur un téléphone. Non, pas du tout. Voilà, personne d'entre vous n'a posé de questions par SMS. Bon, eh bien, dans ce cas-là, je vous invite à directement prendre la parole, la voix. Vous avez sûrement des questions. Il y en a beaucoup, donc n'hésitez pas.